Bonjour à tous. Suite cet après-midi du projet de loi de finances pour 2011 et de la mission Outre-mer. Les sénateurs ont commencé l'examen de cette mission ce matin et ils reprennent cet après-midi à l'article 77. Je vous rappelle que les crédits de la mission Outre-mer sont en baisse. Le ministère de l'Outre-mer a cette année un budget de 1,980 milliard d'euros. Les sénateurs ultramarins sont donc arrivés en force dans l'hémicycle et les discussions se poursuivent. Tout de suite, pour le détail de ce budget, direction l'hémicycle. Très bonne séance. La séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2011, adopté par l'Assemblée nationale. Dans la suite de l'examen des crédits de la mission Outre-mer et articles 77, 77 bis, 77 ter, 77 quater et 77 quinquies, nous sommes parvenus à la réponse de Madame Marie-Luce Pachard, ministre chargée de l'Outre-mer. Vous avez la parole, Madame la ministre. Bonjour. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, la présentation du budget de la mission Outre-mer au titre du PLF 2011 est pour moi un moment particulier et un moment de vérité, car il me donne l'opportunité de mettre en avant les grandes orientations de l'action de l'État outre-mer. Je voudrais remercier le président de la Commission des lois, Jean-Jacques Hyest, ainsi que son rapporteur, Christian Cointat, pour leur accueil le 17 novembre dernier à l'occasion de mon audition devant cette commission. J'ai eu d'ailleurs aussi l'occasion d'échanger avec plusieurs d'entre vous sur les voies et moyens d'optimiser l'action de l'État en Outre-mer. Je pense en particulier aux différents rapporteurs, Éric Dolligier pour la Commission des finances, Claude Lise pour la Commission des affaires économiques et Anne-Marie Payet pour la Commission des affaires sociales. Je vais essayer de répondre aux interrogations qui ont été formulées sur les différents aspects du budget de la mission Outre-mer. Si le budget de la mission Outre-mer s'inscrit dans l'effort national de maîtrise de la dépense publique, y compris dans son volet relatif à la dépense fiscale, cette contribution à l'effort national est aujourd'hui juste et bien proportionnée. Et à ce titre, je voudrais remercier les sénateurs Magras et Virapoulet pour leurs propos, en particulier lorsque le sénateur Magras a abordé la question de la participation de l'outre-mer à l'effort national. Oui, je crois que les territoires ultramarins, dans le cadre de leur appartenance à la République, ne doivent pas être un jour tenus responsables en partie de la dette publique. Et je crois que nous devons, au contraire, puisque cette baisse n'est que provisoire, être fiers d'avoir participé à cet effort, puisque cet effort se fait dans des proportions mesurées. En effet, le budget de la mission s'établit à 2,156 milliards d'euros en autorisations d'engagement, soit une légère diminution de 0,55% et à 1,9 milliard en crédit de paiement, soit une baisse de 2,3%. Certains parlementaires ultramarins ont, en première analyse, exprimé des craintes sur cette légère baisse annoncée. Je voudrais à cet égard préciser deux choses. D'abord, ce budget respecte en 2011 les engagements pris pour l'application de la LODEOM et du CIOM, du Conseil interministériel de l'Outre-mer. Cette baisse n'est que provisoire, puisque dans le cadre du triennal 2011-2013, les autorisations d'engagement vont de nouveau augmenter de 2% et les crédits de paiement de 6,7% pour s'établir dès 2012 à un niveau supérieur au montant de la loi de finances 2010. J'ai aussi entendu certaines réserves sur la mise en application de la LODEOM et des mesures du CIOM et je voudrais y répondre très vite. D'abord, les 24 décrets d'application ont été pris dans l'année qui a suivi l'adoption de la loi, ce qui est tout à fait conforme au délai habituel observé. L'entrée en vigueur de plusieurs décrets a eu des effets notables et immédiats. Je pense en particulier à la prime bagasse qui a donné un nouveau souffle à la filière canne à sucre, notamment à La Réunion,
où l'on estime à 17% l'augmentation du revenu des planteurs suite à la mise en œuvre de cette mesure. Je pense à la création des zones franches globales d'activité qui permet, il faut le dire, aux entreprises éligibles un abattement de 80% de l'impôt sur les sociétés, un abattement de 80% des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, et voire 100% sur la contribution économique territoriale. Ce n'est pas négligeable dans le contexte actuel. On parle beaucoup des corrections apportées par la LODEOM, en faisant croire, à partir d'un chiffrage des plus aléatoires, que ce sont des moyens en moins pour l'outre-mer, alors qu'en réalité, il s'agissait de corriger les effets d'aubaine créés par les anciennes lois de défiscalisation. Et là-dessus, monsieur le sénateur Serge Larcher, je crois que le président a dit les choses. Il l'avait annoncé avant son élection à la présidence de la République qu'il fallait corriger ces effets d'aubaine. Mais aussi, il faut parler des nouvelles mesures supplémentaires décidées pour l'outre-mer. On les oublie trop. Je pense au Fonds exceptionnel d'investissement qui a permis de lancer des opérations d'infrastructure pour un montant de 200 millions d'euros entre 2005 et 2010. Je pense au Fonds de garantie en faveur du secteur agricole et de la pêche, 20 millions d'euros sur 2010-2012. Je pense à la bonification des prêts accordés par l'AFD, 30 millions d'euros au profit du développement et de l'innovation des petites et moyennes entreprises. Et la dotation exceptionnelle de Mayotte en construction scolaire, puisque c'est 5 millions d'euros, on va passer à 10 millions d'euros. Et puis, monsieur le sénateur Patient, je crois qu'il faut aussi dire qu'il y a une dotation pour la première fois de 10 millions d'euros pour la Guyane, parce que le gouvernement a tenu compte de la poussée démographique qu'on observe dans ce territoire. Alors, l'ensemble de ces interventions de l'État sont, je crois, indispensables dans le contexte économique et social que nous connaissons. Voilà, c'est un discours de vérité. Nous l'avons toujours tenu, nous continuerons de le faire. Je crois que même si ce n'est pas facile, il faut poursuivre dans cette démarche. Ce courage politique est la marque de ce gouvernement, car je crois qu'il est important d'établir des relations de sincérité avec la population, en particulier avec les populations d'outre-mer, parce que c'est un gage de confiance pour construire l'avenir ensemble. Je voudrais aussi vous confirmer que les 2 décrets sur la continuité territoriale, qui étaient prêts depuis le mois d'avril 2010, mais dans l'attente d'un approuvé communautaire, vous le savez, ont été publiés le 19 novembre 2010. De même, le décret sur l'aide au fret, qui était attendu par les opérateurs économiques depuis plusieurs mois, avait été signé par moi-même et devait être publié quelques jours, mais malheureusement, ou heureusement, le remaniement gouvernemental nous a conduits à relancer cette procédure du contreseing, et ce décret devrait être publié dans les semaines à venir. Et je voudrais dire au sénateur Laoufoulou que, s'agissant de la continuité territoriale, que bien évidemment ce décret s'applique aussi à Wallis et Futuna. Il restera à prendre le décret de création du GIP, du groupement d'intérêt public pour la reconstruction des titres de propriété. J'ai souhaité, par souci d'efficacité, que ce nouvel outil soit le plus adapté possible, et c'est pourquoi j'ai demandé à André Vallat, ancien fondateur et président du GIP qui existe en Corse, de réaliser une mission de préfiguration. Pour ce qui est de la mise en œuvre des décisions qui ont été prises lors du Conseil interministériel de l'Outre-mer, je vous confirme que les 3/4 des 137 mesures sont réalisées ou très avancées. Et d'ailleurs, un document élaboré par mon ministère a été adressé à l'ensemble des parlementaires cet été pour faire le point sur l'état d'avancement des décisions qui ont été prises au niveau du CIOM. Le gouvernement a aussi fait adopter le 3 novembre dernier une mesure très importante par l'Assemblée nationale, un amendement qui va permettre à l'État de céder gratuitement ses terrains non bâtis pour pouvoir construire des logements sociaux. C'était une disposition très attendue des bailleurs sociaux de tous les Outre-mer. Et sans attendre l'examen de cet article 77 bis, je voudrais apporter quelques précisions sur ce dispositif qui a pu susciter des interrogations de votre part. Il reprend, ce dispositif, une logique d'un mécanisme de droit commun inscrit dans le Code général de la propriété des personnes publiques et qui permet une décote partielle de la valeur vénale des terrains de l'État lorsqu'ils sont cédés pour réaliser des opérations d'intérêt général comme la construction de logements sociaux. Le gouvernement a souhaité aller plus loin
dans un double objectif. D'abord, libérer du foncier pour le logement social, mais aussi agir sur les coûts de production. C'est pourquoi il a choisi une cession gratuite qui permet de répercuter intégralement cette dernière sur le coût des opérations de logement social. Au surplus, le gouvernement souhaite faciliter la cession des terrains chaque fois qu'elle correspond à un projet social. Les garanties ont d'ailleurs été renforcées par l'Assemblée nationale en définissant un montant minimum de logements sociaux dans le programme de construction. Ce seuil de 30% proposé par l'Assemblée nationale est d'autant plus pertinent puisqu'il existe déjà, c'est celui prévu dans l'article 199 CSC du Code général des impôts qui régit la défiscalisation du logement social. Vous vous êtes également interrogé sur les bénéficiaires potentiels de ce mécanisme. Le champ des bénéficiaires n'est effectivement pas circonscrit par l'article 77 bis, mais il l'est par la destination du foncier appelé à être cédé. Enfin, l'acquéreur s'engage dans un délai très contraint à employer le foncier pour y réaliser des logements sociaux, éventuellement des équipements collectifs. De la sorte, ce sont les collectivités, les établissements publics fonciers et les bailleurs sociaux qui sont les bénéficiaires du dispositif. Qu'il s'agisse de la LODEOM ou du SIOM, le projet de loi de finances pour 2011 traduit sans ambiguïté tous les engagements concernant ces deux dispositifs majeurs sur le plan budgétaire. Il n'y a donc pas de raison objective à tenir un discours anxiogène. Ce n'est pas bon pour l'économie ultramarine, ce n'est pas bon pour l'image de nos territoires, cela porte atteinte à la crédibilité de la parole de l'outre-mer. Et enfin, nous risquons avec le temps de faire le lit de tous ceux qui veulent démontrer que de toute manière, il n'y a pas de solution avec le système actuel et que seule la voie qu'ils proposent est la bonne. C'est pourquoi, si je peux comprendre les divergences d'analyse en fonction des sensibilités politiques, je crois qu'on doit essayer de tenir un discours mesuré, sans passion et responsable, et la raison doit toujours l'emporter sur le reste si nous voulons rétablir la confiance indispensable à la reprise des activités économiques. Et il me semble que tous ceux qui ont de l'intérêt pour l'outre-mer auront à cœur de partager cette réflexion avec moi. Mesdames et Messieurs les sénateurs, malgré la légère baisse des crédits, je le redis, le budget de l'outre-mer conservera en 2011 ses capacités d'intervention, en particulier sur les deux priorités que sont le logement et l'emploi. D'abord, sur le logement, l'engagement du gouvernement, en particulier pour le logement social, a toujours été une priorité depuis 2007. Lors du Conseil interministériel de l'outre-mer, vous l'avez rappelé, le gouvernement a décidé d'intégrer dans la ligne budgétaire unique les crédits exceptionnels du plan de relance et de maintenir ce niveau de LBU dans le cadre de la programmation triennale des lois de finances. Cet engagement, il est tenu, comme vous pouvez le constater à la lecture des documents budgétaires. Malgré un contexte budgétaire difficile, les autorisations d'engagement de la ligne budgétaire unique sont sanctuarisées de 2011 à 2013 à hauteur de 274,5 millions d'euros. La LBU demeure et demeurera, sans contexte, le socle du financement du logement social outre-mer. Alors, certains ont pu s'interroger sur l'évolution des crédits de paiement en 2010 et 2011. Je le répète, le montant inscrit au budget correspond au rythme d'exécution des opérations en cours et non pas au rythme d'engagement des opérations. Il est d'ailleurs totalement en phase avec l'exécution budgétaire de l'année 2009, au terme de laquelle, je rappelle, aucune dette n'a été constituée auprès des bénéficiaires des subventions de la ligne budgétaire unique. S'agissant de la défiscalisation du logement social, je vais un tout petit peu plus m'attarder parce que je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations sur ce sujet. Vous le savez, c'est un dispositif récent. À ce jour, 64 dossiers ont été déposés à l'agrément au niveau central en 2009 et 2010, 64 dossiers qui représentent près de 5 500 logements sociaux. 20 ont fait l'objet d'un accord de principe, soit 1 629 logements. Bien évidemment, je ne me satisfais pas de ce résultat, car je sais que les besoins sont importants et que 4 000 logements sont en attente d'un agrément
qui doit être donné le plus rapidement possible pour permettre de répondre aux besoins considérables dans ce domaine. Alors, je voudrais vous rassurer. Lors de la réunion que j'ai récemment présidée sur ce thème, nous avons convenu, avec les représentants des bailleurs sociaux, de critères de traitement en priorité. Au premier rang de ces critères, pour les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Martin, figurent les opérations déjà financées au titre de la ligne budgétaire unique. Au passage, vous observerez que ce critère de priorité que j'ai proposé démontre pleinement qu'une opération peut cumuler LBU et défiscalisation. Je le dis avec beaucoup de solennité, parce que c'est des propos qui ont été tenus ici, autour de la LODEOM. Le cumul entre aide budgétaire et défiscalisation n'en est aucun cas interdit, ce serait contraire à la loi, mais le cumul n'est pas non plus systématique. Ce serait aussi contraire à la loi et à l'esprit de la loi. Des interprétations erronées de l'instruction du 1er juin 2010 sur les opérations de construction de logements sociaux ont pu être faites ici ou là, je le reconnais. J'ai pris l'engagement, parce que ça ne correspondait nullement à ma philosophie, auprès des bailleurs sociaux, de compléter cette instruction pour lever toute ambiguïté au niveau des services de l'État et rappeler également qu'en termes de procédure, c'est la décision d'attribution de la LBU qui doit intervenir en premier. Mais je continuerai également à veiller à ce que la défiscalisation, notamment lorsqu'il cumule avec la ligne budgétaire unique, ne favorise pas l'inflation des coûts de production. Je le rappelle, la philosophie de la défiscalisation du logement social, l'esprit de la LODEOM, c'était d'augmenter la production de logements sociaux pour répondre aux besoins de nos compatriotes ultramarins. Ce n'est pas nourrir une inflation des coûts. Et nous avons tous le devoir d'être vigilants sur ce point. Et c'est pour cette raison qu'il est nécessaire de poser les conditions pratiques du cumul des financements. Je sais que ce sont notamment les opérations en VFA montées de manière exceptionnelle pour faire face à la crise qui ont des coûts plus élevés, mais cela ne peut être que conjoncturel. Le cumul des aides doit donc être réservé aux opérations qui justifient des surcoûts objectifs, par exemple les fondations spéciales ou un surcoût foncier, ou qui sont conçues pour proposer des loyers inférieurs aux loyers plafond. J'ai entendu aussi les critiques sur la complexité des procédures de défiscalisation et j'y ai consacré une longue réunion de travail avec les représentants des bailleurs sociaux d'outre-mer le 12 novembre dernier. De manière très approfondie, très pragmatique, nous avons collectivement porté un diagnostic sur les points de blocage. J'ai formulé des propositions et je peux vous indiquer les orientations qui ont été décidées par le gouvernement. Pour ce qui concerne mes services, j'ai donné des instructions qu'ils donnent un avis dans le mois qui suit la réception du dossier. Faute de quoi, l'avis sera considéré comme favorable. Afin de clarifier les règles du jeu, mes services vont compléter l'instruction du 1er juin 2010 et avec mon collègue en charge du budget, nous avons décidé d'établir un dossier type pour les demandes de défiscalisation. Ce dossier devra bien évidemment être le plus proche de celui exigé pour les demandes de subvention au titre de la LBU. J'ajoute aussi que nous allons également relever le seuil de déconcentration des décisions, fixé actuellement à 10 millions d'euros, ce qui répond, me semble-t-il, à la demande d'Anne-Marie Paillet au nom de la Commission des affaires sociales. L'expérience, en effet, a démontré que les procédures au plan local s'articulent beaucoup plus facilement entre elles et le délai moyen d'instruction y est 2 fois plus court que pour l'agrément national. Toutes ces mesures, et en particulier les agréments pour les dossiers prioritaires, dont la liste m'a été communiquée par les bailleurs sociaux sur la base des critères que nous avons définis ensemble, seront prises, je m'engage, avant la fin de cette année. Vous le voyez, depuis plus de 3 ans, la détermination du gouvernement pour le logement outre-mer demeure intacte et le budget que vous examinez aujourd'hui en témoigne. Et je reviens de la Réunion. À titre d'exemple, je peux vous faire le point de la situation aujourd'hui. Par rapport à l'année dernière, nous avions engagé au niveau des autorisations d'engagement 2300 logements. Nous avons financé 2300 logements. Cette année, nous allons financer 3600 logements pour la Réunion
Et nous allons mettre en chantier, au titre de l'année 2010 à La Réunion, 4 300 logements. Je réfléchis d'ailleurs à élaborer un tableau de bord de suivi pour permettre à chaque territoire de voir l'évolution à la fois sur les opérations qui sont financées par l'État, sur les opérations qui font l'objet d'un engagement, sur les opérations qui font l'objet d'un commencement de chantier et sur les opérations qui sont réalisées pour que toute la transparence et qu'il n'y ait plus d'ambiguïté sur ces chiffres. L'autre priorité de ce budget, cela ne vous surprendra pas, concerne l'emploi et la formation. L'augmentation des crédits sur le programme Emploi Outre-mer trouve en effet sa principale explication, vous avez pu le remarquer, dans l'accroissement capacitaire du service militaire adapté, le SMA. Le doublement à terme du nombre de stagiaires permettra d'accueillir dès 2011 1000 volontaires de plus, conformément aux engagements du Président de la République de février 2009. Les crédits supplémentaires alloués au SMA serviront d'une part à réhabiliter les infrastructures, aussi à construire des bâtiments, mais à améliorer bien évidemment l'encadrement dont bénéficient ces jeunes. Je serai vigilante pour que le haut niveau d'insertion, parce que je sais que vous y êtes particulièrement attachés, et d'excellence de la formation dispensée par le SMA soit maintenu, notamment grâce à des partenariats avec les acteurs de la formation professionnelle, de la remise à niveau scolaire, ainsi qu'avec les fédérations professionnelles implantées dans les territoires. En matière de formation professionnelle, je voudrais aussi que nous ayons tous bien à l'esprit le rôle important que joue la DOM. C'est par exemple le cas pour la mise en œuvre de la politique de formation qualifiante en mobilité au profit des jeunes ultramarins. Le passeport mobilité formation professionnelle prévoit ainsi une formation pouvant aller jusqu'à 24 mois hors du territoire d'origine dès lors que la formation n'est pas dispensée sur place. Et en octobre 2010, l'agence a déjà pris en charge plus de 7000 jeunes. Ce chiffre est éloquent. Il est d'autant plus que la qualité est au rendez-vous puisque ce sont en moyenne 7 jeunes sur 10 qui obtiennent un diplôme en fin de parcours. Et ce qui est encore plus remarquable dans le contexte ultramarin, c'est que près de 1 jeune sur 2 qui a validé sa formation trouve un emploi dans l'année qui suit, 47% exactement selon les chiffres de la DOM. Mais je demande à la DOM pour 2011 de mobiliser toutes ses marges de manœuvre pour encore faire mieux. Et je voudrais aussi évoquer ces jeunes actifs ultramarins qui ont des difficultés à trouver un emploi durable, je le sais, et qui vont pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active. Vous le savez, la loi généralisant le RSA a été votée dans un grand consensus, mais pour l'outre-mer, nous avons décidé, en lien avec les collectivités et en raison de la crise de février 2009, de mettre en place un dispositif adapté qui est le revenu supplémentaire temporaire d'activité, le RSTA. Mais par rapport au RSA, je peux vous assurer que nous serons prêts au 1er janvier à ouvrir ce nouveau dispositif, cette nouvelle allocation, et à gérer la transition des bénéficiaires qui en font la demande du RSTA vers le RSA. Et la dotation, Monsieur le sénateur Gillot, sera calculée selon les mêmes critères que ceux définis pour les départements métropolitains. S'agissant de la continuité territoriale, dans l'attente des GIP, je voudrais préciser que les moyens de l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, la DOM, ont été renforcés pour gérer le dispositif. Ainsi, l'Agence a été autorisée à recruter 30 équivalents temps plein supplémentaires pour assurer les fonctions de guichet, d'instruction et de contrôle. Les moyens humains et financiers seront bel et bien là en 2011. J'ai pu le vérifier moi-même les 19 et 20 novembre dernier à l'occasion de l'inauguration de 2 nouvelles antennes de la DOM, respectivement à la Martinique et à la Guadeloupe, et hier en visitant l'agence de la Réunion. Et je voudrais aussi vous indiquer que 45,3 millions d'euros sont prévus pour ce dispositif chaque année pendant 3 ans. Oui, il y a bien des critères nouveaux d'allocation de cette aide qui ont été fixés par la LODEOM. Oui, ce sont bien nos compatriotes dont les ressources sont les plus faibles qui sont ciblés en priorité. Je persiste à dire que la mise en œuvre de la continuité dans l'ensemble des départements et territoires de l'outre-mer doit être plus équitable, même si j'ai prévu de faire une évaluation de son fonctionnement à l'été 2011 et je proposerai, si nécessaire, des mesures de correction, en particulier pour les territoires du Pacifique. Je souhaiterais également vous dire quelques mots sur un dispositif qui joue un rôle clé en faveur de la création d'emplois dans les entreprises ultramarines par le renforcement de leur compétitivité.
Il s'agit des crédits du programme 138 consacré à la compensation des exonérations de charges sociales. La réduction du coût de travail outre-mer est inscrite dans une politique désormais ancienne de compensation des handicaps structurels. J'ai eu l'occasion l'année dernière de vous indiquer que la loi pour le développement économique de l'outre-mer, la LODEOM, a amélioré l'efficacité du dispositif en le recentrant par un mécanisme de dégressivité renforcé sur les bas salaires, sur les petites entreprises de moins de 11 salariés et sur les entreprises des secteurs d'activité jugés prioritaires. Sachez que pour 2011, le montant inscrit en loi de finances permettra de couvrir les besoins estimés par les organismes de sécurité sociale sans, et j'insiste sur ce point, créer de nouveaux impayés. Ce montant de 1 milliard a été retenu au lieu de 1,150 milliard demandé par les organismes de sécurité sociale, je le sais, mais je voudrais répondre sur ce point, notamment aux rapporteurs, et leur dire qu'il n'y a pas de sous-estimation de la part du gouvernement. Les organismes de sécurité sociale n'ont en effet pas souhaité intégrer dans leurs prévisions l'impact, parce qu'il y a eu une réforme, des exonérations de charges sociales estimées à 63 millions sur l'année 2011. Ce sont toutes les conséquences de la LODEOM qu'il faut pouvoir tirer à l'occasion du budget 2011, et cela explique nos divergences d'analyse. Mesdames et Messieurs, vous avez souhaité également m'interroger à plusieurs reprises sur la politique de santé outre-mer. C'est un sujet qui était d'ailleurs dans le cadre de votre mission d'information. Pour conduire la politique de santé outre-mer, nous avons en complément des dispositifs nationaux deux guides. Le Conseil interministériel de l'outre-mer du 6 novembre 2009 et sur un plan plus centré sur l'offre de soins, le plan santé outre-mer. Concernant le plan de santé outre-mer, de nombreuses actions ont déjà été engagées. Je pense par exemple aux mesures concernant les créances irrécouvrables ou encore la révision engagée des coefficients géographiques qui permettent de prendre en considération les surcoûts spécifiques aux départements d'outre-mer. Je pense également au plan Hôpital 2010, dont un volet significatif concerne les départements d'outre-mer, notamment sous l'angle de la mise aux normes parasismiques. Je rencontrerai prochainement mes collègues Xavier Bertrand et Nora Béra à ce sujet. S'agissant des mesures du SIOM, je ne reviendrai pas sur le développement des filières hospitalo-universitaires dans l'océan Indien et dans les départements français d'Amérique, mais je voudrais insister, en cette journée mondiale de lutte contre le sida, sur le plan VIH et sida infections sexuellement transmissibles pour la période 2010-2014. Ce plan comporte en son sein un plan complémentaire et adapté pour les populations outre-mer. Il reprend ainsi l'orientation forte du SIOM, adapter nos outils nationaux au contexte d'outre-mer, et c'est pourquoi il y a des campagnes de prévention et d'information qui seront désormais adaptées. De même, le plan comporte des mesures ambitieuses pour que le dépistage du VIH soit plus systématiquement proposé aux populations d'outre-mer. C'était une demande forte, je pense en particulier en Guyane, et qu'il se fasse plus tôt, c'est-à-dire avant que la maladie ne soit déclarée. L'autorisation récemment donnée de réaliser des tests de dépistage rapide va également dans ce sens. En conclusion, sur ce chapitre, je voudrais dire que le ministère de l'Outre-mer, même s'il n'est pas pilote dans ce domaine, puisque ça relève bien évidemment du ministre de la Santé, soutient aussi des initiatives, le plus souvent associatives, dans le domaine de la santé, et nous apportons ainsi un concours financier significatif aux trépaction, de même que nous soutenons des associations de prévention en matière de VIH-Sida. Autre volet qui me paraît important de développer devant vous, c'est le développement économique et social des Outre-mer, qui dépend bien évidemment de l'action des collectivités territoriales, dont les investissements, je le rappelle, représentent 2/3 et 3/4 de la commande publique locale. Ce sont les collectivités territoriales qui sont le plus souvent maîtres d'ouvrage des opérations de construction. Et dans cette période de crise économique mondiale que nous avons connue fin 2008 et en 2009, aggravée malheureusement par la crise sociale de 2009, pour les Antilles, Guyane et la Réunion, il est important, et l'État en a bien conscience, de pouvoir relancer par la commande publique l'économie. C'est pourquoi l'État continuera en 2011 à apporter son soutien à travers sa politique contractuelle. À ce titre, on parle beaucoup des crédits de paiement, mais moi je voudrais vous souligner quand même que le volume des crédits prévus pour le financement des contrats de projet de développement des territoires sont en augmentation aussi de 15 millions par rapport à 2010.
Je rappelle à cette occasion l'engagement qui a été pris par le Premier ministre de maintenir au niveau du contrat actuel en Nouvelle-Calédonie l'engagement financier de l'État hors opérateur, c'est-à-dire plus de 370 millions d'euros pour le futur contrat de développement 2011-2015. Enfin, l'effort financier de l'État en matière de politique contractuelle permettra aussi de garantir une enveloppe pour le futur contrat de Saint-Martin 2011-2013 et pour le renouvellement de celui de Wallis et Futuna. Sans compter, Monsieur le sénateur Denis Detcheverry, l'effort toujours constant de l'État pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Et à ce sujet, je voudrais vous indiquer que la TNT à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositifs des aides aux familles pour permettre effectivement de couvrir le coût des adaptateurs est applicable aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et s'agissant du projet de décryptage, je suis en lien avec le ministère de la Culture pour rechercher une solution la moins pénalisante pour les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon. Quelques mots, si vous m'y autorisez, sur le Fonds exceptionnel d'investissement. J'ai bien noté que le montant d'autorisation d'engagement prévu en 2011 est source de perplexité pour certains d'entre vous. Je voudrais vous dire la chose suivante. Je crois qu'aujourd'hui, il est de bonne politique de faire d'abord face à certaines échéances. Avant de contracter de nouvelles opérations, il faut d'abord réaliser celles qui ont été financées, notamment au titre du Fonds exceptionnel d'investissement, puisque celui-ci a été doté de 10 millions d'euros d'autorisation de programme, certes, mais sur les années antérieures, c'est plus de 200 millions d'euros d'autorisation d'engagement qui ont été mobilisés. Et à cette date, les opérations sont engagées, certes, mais elles sont loin d'être réalisées. Madame la ministre. De façon plus spécifique, je voudrais mentionner les mesures relatives à certains territoires, en particulier ceux qui répondent à des besoins d'accompagnement. Je pense notamment à la DGDE. Nous aurons l'occasion d'en parler lors de l'examen de certains amendements. Pour conclure, ce que je voudrais vous dire, que si les crédits de la mission Outre-mer représentent que 15% de l'effort budgétaire en faveur de l'Outre-mer, mon ministère n'a pas vocation à devenir le gestionnaire unique des crédits en faveur de l'Outre-mer. Mais pour autant, je voudrais dire devant cette Assemblée que nous devons prendre garde à l'idée selon laquelle nous pourrions traiter les questions de l'outre-mer sans le ministère chargé de l'outre-mer, parce qu'avec les évolutions institutionnelles, demain, nous aurons besoin d'apporter des réponses spécifiques, territoire par territoire, que seul le ministre chargé de l'outre-mer pourra porter ou initier dans la mise en place des politiques nationales. Aujourd'hui, c'est mon rôle d'y veiller et demain, je pense que ce rôle sera encore beaucoup plus renforcé avec le changement des statuts prévus prochainement, notamment au niveau de la Martinique et de la Guyane. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la ministre. Nous allons procéder. Oui, Monsieur le Président Arthuis. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaite faire le point sur le déroulement de notre discussion budgétaire. Je vous prends à témoin que nous dérapons par rapport au programme. Même les ministres peuvent aller au-delà du temps imparti. C'est ainsi que nous avons déjà reporté la discussion de l'article 99 de la mission Ville et Logement. Cet article 99 viendra en discussion samedi après-midi. De même que les crédits de la mission Politique des territoires. Et d'ores et déjà, compte tenu des 26 amendements qui restent en discussion sur les crédits de la mission Outre-mer, je suis obligé de considérer que la discussion des crédits de la mission Santé, de la mission Engagement financier de l'État, compte spécial Participation financière de l'État, et de la mission Provision qui était programmée ce soir, eh bien, pour ces trois missions, les crédits viendront en discussion samedi en fin d'après-midi et sans doute samedi soir. Les prochains décalages seront reportés sans doute dimanche matin, étant entendu que nous avons également un menu particulièrement copieux d'articles non rattachés de la seconde partie
qui nous oblige à programmer l'ouverture de la séance dimanche après-midi et dimanche soir. Donc je me permets de lancer un appel à la concision dans la présentation des amendements, dans la discussion des amendements et, si possible, dans l'explication de vote. Je vous remercie de votre compréhension et je vous demande pardon pour ces précisions, mais c'est pour permettre à ceux de nos collègues qui avaient prévu de siéger en fin de journée sur les missions que je viens de déclarer reportées, que j'ai cru devoir faire cette déclaration. Bien, Monsieur le Président, acte vous est donné de cette modification de l'ordre du jour qui sera reprise par la conférence des présidents. Nous allons procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission Outre-mer figurant à l'état B. L'amendement 250, présenté par Monsieur Gillot. Madame la Présidente, mes chers collègues, cet amendement a pour objet de réinjecter Outre-mer les économies réalisées grâce à la nouvelle réforme de la défiscalisation des investissements productifs Outre-mer et à la suppression de la défiscalisation dans les investissements photovoltaïques Outre-mer, économie fiscale évaluée à 230 millions d'euros. En effet, ces décisions ont un impact direct sur les investissements Outre-mer. Aussi, il est proposé d'abonder du même montant 330 millions d'euros les actions 1, 2 et 8 du programme 123 de la mission Outre-mer afin que ces crédits puissent permettre d'abonder la LBU, les contrats de plan État-région et autres contrats de logement et le fonds exceptionnel d'investissement pour que l'investissement Outre-mer ne soit pas ralenti encore davantage. Avis de la Commission. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise donc à transférer 330 millions d'euros du programme Emploi Outre-mer vers le programme Conditions de vie Outre-mer. Il est censé traduire la réinjection en crédit budgétaire des économies réalisées sur les dispositifs de défiscalisation, notamment sur le photovoltaïque. J'indique déjà de manière générale que la Commission des finances n'a pu se réunir pour examiner l'ensemble des amendements extérieurs. Toutefois, l'avis de la Commission des finances serait que cette réinjection ne peut recueillir un avis favorable de notre part. En effet, la réduction des niches fiscales ne vise pas à réinjecter les économies réalisées en crédit budgétaire, mais à réduire le déficit de l'État qui, je vous le rappelle, atteindra 92 milliards d'euros en 2011. L'avis est donc défavorable. Avis du Gouvernement. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, par rapport à cet amendement, le Gouvernement émet un avis défavorable parce que cet amendement va accroître la dette à l'égard des organismes sociaux. Dans ces conditions, il n'est pas acceptable. Explication de vote. Il n'y a pas de demande. Je mets aux voix l'amendement 250. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 251, amendement 251, Monsieur Patient. Cet amendement a pour objet d'abonder l'action 1 logement du programme 123 conditions de vie outre-mer de 57 millions d'euros, notamment au profit de la LBU et des autres dépenses à caractère social de ce programme. En effet, le gouvernement a réalisé une économie de 57 millions d'euros en ne créant pas le RSA en outre-mer dès 2009 comme en métropole, selon le rapport du député Victoria. Il s'agit donc de s'assurer que cette économie réalisée sur les dépenses sociales outre-mer soit réinjectée dans le même secteur. En compensation, le même montant en autorisation d'engagement et en crédit de paiement est supprimé sur l'action 1 du programme 138. Il reviendra au ministère de l'Outre-mer et à celui de l'Économie et des Finances de trouver les crédits correspondants afin de compenser aux organismes de sécurité sociale les exonérations de charges. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, Madame la Présidente, Madame le Ministre, chers collègues, écoutez, l'explication est exactement la même que celle qui a été donnée par mon collègue Massion il y a quelques instants. Donc, effectivement, la Commission est défavorable en ce qui concerne ce transfert qui est demandé entre emploi outre-mer et conditions de vie outre-mer. Avis du Gouvernement. Madame la Présidente, avis défavorable pour les mêmes motifs évoqués par rapport à l'amendement qui vient d'être examiné tout à l'heure. Si, l'explication de vote. Il n'y en a pas. Je mets aux voix le 251 qui est pour,
Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 253, Monsieur Larcher. Merci. Madame la ministre, mes chers collègues, le logement social est depuis longtemps considéré comme une des priorités du budget de l'outre-mer. Les besoins dans ce domaine sont énormes et ne cessent d'augmenter alors que l'offre de logement ne cesse de baisser. Ainsi, pour l'ensemble des départements d'outre-mer, seuls 2600 logements sociaux neufs ont été financés en 2009 pour un besoin de l'ordre de 45 000. À Martinique, il faudrait 2000 logements sociaux par an. Seuls 664 ont été programmés en 2010 et 134 sont livrés. Seuls 664 ont été programmés en 2010 et 134 aussi sont livrés. Pour répondre à cette situation catastrophique, le gouvernement a mis en place en 2009 un dispositif de défiscalisation unique pour le logement outre-mer devant relayer les crédits de la LBU. Cette ligne de logement inscrite sur la mission outre-mer devant par ailleurs être sanctuarisée. Je tiens à préciser qu'il semblerait que, pour vous, Madame la Ministre, sanctuariser veut dire au mieux maintenir à l'identique, alors que pour moi, je crois que pour la plupart des élus d'outre-mer, cela veut dire maintenir un financement important par le biais de subventions. Force est de constater aujourd'hui que la mise en œuvre de la défiscalisation en logement social ne fonctionne pas et que la LBU perd 21 millions d'euros. Qui plus est, vous avez signé une circulaire destinée au préfet des départements d'outre-mer qui indique précisément que, sauf cas particulier, le recours à la défiscalisation doit conduire à une modération de la subvention, voire à une absence totale de subvention. Madame la ministre, personne n'est donc dupe. On perçoit nettement à travers notamment ces instructions une volonté de réduire à terme le financement de la LBU. Mais le logement social ne doit pas dépendre aussi en majorité des investissements privés, car seule une véritable augmentation de la LBU doit permettre à terme pour les départements d'outre-mer de combler des besoins en matière de logement. Ainsi, cet amendement propose-t-il d'abonder le logement en prélevant 25 millions d'euros sur les crédits destinés à l'aide aux frais, puisque depuis 2009 et 2010, cette aide était prévue au budget, mais n'a jamais été utilisée. Voilà. Merci. Et avis de la Commission. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, il s'agit donc de transférer 25 millions du programme Emploi Outre-mer vers le programme Conditions de vie Outre-mer et augmenter de 25 millions d'euros la ligne LBU. Alors, chers collègues sénateurs, l'intention est tout à fait louable, mais la Commission rappelle que depuis plusieurs années, selon elle, les crédits du programme Emploi Outre-mer sont sous-budgétisés. Et d'ailleurs, la Commission propose un amendement pour les majorer, on va le voir tout de suite là. Par conséquent, réduire le montant des crédits de ce programme ne nous paraît pas opportun et l'avis est défavorable. Avis du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Je voudrais, avant de faire connaître la position du gouvernement, dire deux choses. D'abord, les crédits de la ligne budgétaire unique sont bien sanctuarisés puisqu'ils sont prévus sur 3 ans pour le même montant. Deuxièmement, votre amendement va conduire à la non-application du décret concernant l'aide aux fret. Or, ce décret vient d'être signé et il est très attendu par les milieux économiques. Donc, j'émets un avis défavorable par rapport à votre proposition, Monsieur le Sénateur. Deux avis défavorables. Explication de vote. Oui, Monsieur Larcher. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vous promets, puisque vous me dites que l'arrêté sera signé, il n'y a aucune raison dans ces conditions, effectivement, que je maintienne mon amendement, par conséquent je le retire. Mais nous avons votre parole qui est certainement d'or, la parole de l'État est d'or, n'est-ce pas? Et par conséquent, ayant une parole pesant aussi lourd, je retire mon amendement ainsi que le suivant. Ainsi que le 254. Bien, donc le 254 également est retiré. L'amendement numéro 10 de la Commission, Monsieur Deluger. Oui, Madame la Présidente, l'amendement numéro 10 propose un transfert des conditions de vie outre-mer de 24 823 000 euros vers emploi outre-mer. Vous savez qu'il y a des difficultés actuellement au niveau des organismes de sécurité sociale qui constatent des pertes importantes. Donc l'objectif est de réduire cette partie de pertes qui est estimée actuellement à 62,9 millions d'euros.
Ça, c'est le premier motif. D'autre part, l'objectif est de supprimer pour un même montant donc les crédits de l'action sanitaire, sociale, culture, jeunesse et sport du programme Conditions de vie Outre-mer relatif au financement de l'Agence de santé des îles Wallis et Futuna. On a entendu ce matin notre collègue à ce sujet, et donc ça nous intéresserait d'entendre Madame le ministre sur le sujet, sachant que la Commission des finances a proposé cette modification et ce transfert. Merci. Avis du gouvernement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, ces crédits concernant notamment l'Agence de santé Wallis et Futuna sont tout à fait justifiés sur le budget du ministère de l'Outre-mer, puisque c'est une agence qui n'est pas comparable aux agences régionales de santé. Aujourd'hui, c'est des missions qui sont dévolues aux hôpitaux, aux pharmacies ou encore aux professionnels de santé. C'est un outil indispensable pour Wallis et Futuna. Et de plus, le transfert de crédits ne va pas au bénéfice des crédits de la mission santé. Donc, ce serait une charge pour l'État, ou à considérer que l'agence serait plus opérationnelle, ce qui n'est pas concevable au regard de sa mission au niveau de Wallis et Futuna. Donc, dans ces conditions, j'émets un avis défavorable. Ou je souhaiterais que le rapporteur puisse retirer cet amendement. Oui, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Ce que nous avons voulu faire avec cet amendement, c'est attirer l'attention du ministre sur ce qui nous semble être un dysfonctionnement du ministère. Et malgré vos propos, Madame la Ministre, tous les cas moi, je continue à penser que la santé à Wallis et Futuna ne relève pas du ministère de l'Outre-mer, mais relève du ministère de la Santé. Alors certes, on ne va pas décider le 15 décembre de supprimer les crédits pour l'équipement hospitalier de Wallis et Futuna, mais on voulait seulement attirer votre attention, en souhaitant que vous nous disiez s'il y avait des pistes de réflexion dans les années à venir. Mais bien entendu, nous retirons l'amendement. Le 249, Monsieur Gillot. Cet amendement a pour objet d'éviter la disparition programmée de l'Institut de formation en carrière administrative, sanitaire et sociale efficace de Dieppe. L'efficace intervient sur le champ de l'insertion par la formation et la validation des acquis de l'expérience au profit d'un public issu essentiellement des DOM et des COM. Depuis plus de 30 ans, l'EFCAS accompagne des milliers de jeunes issus des DOM-COM vers l'emploi dans les carrières administratives, sanitaires et sociales. Il participe ainsi à donner du sens aux notions de solidarité et de continuité territoriale, avec un taux d'insertion se situant autour de 80%. Aujourd'hui, la Direction générale de la cohésion sociale a acté le désengagement des ministères sociaux en inscrivant au PLF de 2011 une subvention divisée par 2. De 1679 620, elle passerait à 839 810, puis à 0 en 2010 sur un budget de 3 millions. Cette baisse conduit immanquablement à la fermeture de l'établissement dès juin 2011. Sa sauvegarde consiste donc à rétablir les crédits à hauteur de 1 679 620 qui seraient donc portés pour la moitié chacun par le ministère de l'Outre-mer et par le ministère du Travail, tout en regrettant naturellement que celui-ci se désengage et condamne ainsi à terme l'existence de cet institut. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur spécial. Alors j'ai bien entendu notre collègue. Bon, je voudrais quand même rappeler que cet institut ne relève pas de la mission Outre-mer. Bien évidemment, il forme un certain nombre de personnes qui sont issues de l'Outre-mer, mais ce n'est pas une raison pour que cela soit pris en charge par le budget de l'Outre-mer. Donc nous avons un avis défavorable et nous ne souhaitons pas que l'on prélève cette somme de 839 810 € sur le budget Outre-mer pour aller vers le budget formation. Monsieur le Président. Particulier, je voudrais vous indiquer, Madame la Ministre, que nous avions hier soir la discussion des crédits de la mission enseignement scolaire et qu'un amendement homothétique a été présenté tendant à extraire des crédits de la mission enseignement scolaire la dotation qui vient au profit de cet institut localisé à Dieppe. Nous considérons que ça n'est pas véritablement des crédits de l'enseignement scolaire et qu'il devrait sans doute être dans la sphère de votre ministère.
Donc nous aimerions connaître votre opinion à ce sujet, car cet institut n'est pas complètement reconnu par la mission enseignement scolaire et peut-être a-t-il vocation à trouver sa place dans votre propre mission, ce qui supposerait que les crédits de l'enseignement scolaire soient transférés. On avait imaginé hier soir de sortir ces crédits de l'enseignement scolaire pour que le gouvernement prenne l'initiative. Je parle sous le contrôle de notre collègue Charles Revet, car il y a là une ambiguïté à lever. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Président, je considère qu'effectivement, au regard du rôle que joue l'IFCAS, en particulier pour la formation des ultramarins, nous devons veiller à faire en sorte que cet établissement puisse continuer à jouer son rôle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je crois que c'est plus compliqué qu'on ne le pense, parce que je ne suis pas sûre que les crédits aient vraiment vocation à être affectés au ministère de l'Outre-mer, au regard des missions qui ont été dévolues à ce ministère. En revanche, nous pouvons imaginer un financement entre plusieurs ministères. Actuellement, c'est la réflexion qui est conduite. Il y a eu une réunion interministérielle et vis-à-vis des sénateurs, je voudrais les rassurer. D'abord que par rapport à la rentrée scolaire, tous les moyens sont mobilisés pour que cette rentrée se passe dans de bonnes conditions et qu'on puisse aller jusqu'au bout de cette année scolaire et que la rentrée 2011 sera assurée. En tout cas, j'en ai eu l'engagement au niveau de mes autres collègues. Nous avons toute une année pour déterminer les modalités de financement de cette institution. Voilà. Explication de vote, Monsieur Gillot. Madame la Présidente, j'ai entendu l'intervention du président Arthuis et bien sûr de la réponse de la ministre. Mais lorsqu'on voit le sens qu'on voudrait donner justement à cet amendement, c'est de dire que c'est de la solidarité, de la continuité territoriale qui font partie effectivement, à mon avis, de la mission Outre-mer. D'autant plus ce que nous voulons, c'est la pérennisation de cet institut et nous demandons justement un financement croisé. On aurait souhaité que la réponse de la ministre nous dise effectivement, dans un souci de financement croisé, qu'elle ferait tout pour la pérennisation de cet institut et si effectivement d'autres ministères, notamment le ministère du Travail et de la Santé, pourraient intervenir, je crois qu'on pourrait y aller. À ce moment-là, cette réponse me permettrait de retirer aujourd'hui mon amendement, mais de voir qu'effectivement c'est quand même une compétence, à mon avis, qui devrait revenir au ministère d'Outre-mer. Je remercie le président Arthuis pour son intervention. Madame la Ministre. Je voudrais juste vous apporter la précision, Monsieur le Sénateur. Je vous confirme, nous cherchons à pérenniser l'Institut dans son fonctionnement. Il y a d'autres moyens financiers qui peuvent être mobilisés. Je pense notamment au Fonds social européen. Il y a des pistes de travail qui ont été engagées. Nous avons, comme vient de dire le président Arthuis, l'année pour le faire. En tout cas, je peux vous garantir que la rentrée 2011 sera assurée à ce niveau-là. Monsieur Revet. Oui, merci Madame la Présidente. Madame le Ministre, je crois que je partage ce que vient de dire notre collègue. Je suis sénateur de Seine-Maritime et cet institut joue un rôle très important, non seulement pour des formations à l'échelle locale, mais aussi pour l'outre-mer. Et je comprends l'inquiétude de mes collègues qui se disent c'est bien, Madame le Ministre cherche à trouver une solution. Très bien. Si vous nous disiez, Madame le Ministre, que si la solution n'intervient pas dans l'interministériel, vous vous engagez à ce que le ministère, l'année prochaine, prenne en compte dans son budget le financement de cet institut, alors là, nous serions rassurés. Parce que chercher, c'est bien, trouver, c'est quelquefois plus difficile. Et vous comprenez que pour l'institut en lui-même, les personnels qui sont concernés et pour la mission surtout qui est remplie par cet institut, il est important qu'on soit sécurisé pour l'avenir. Madame la Ministre, vous souhaitez compléter votre réponse ou... Je pense qu'aujourd'hui, il est trop tôt pour dire comment cet institut va être financé, ce d'autant qu'on peut imaginer aussi des participations des collectivités locales ultramarines qui peuvent être aussi sollicitées. Nous sommes dans le cadre d'une formation professionnelle. Donc je crois qu'il est difficile, au travers d'un amendement, de régler la question du financement de cet institut de formation qui est indispensable pour nos compatriotes ultramarins. La seule chose, je peux prendre l'engagement devant l'Assemblée
que l'Institut continuera de fonctionner. J'ai eu les assurances des autres ministres concernés. Nous devons trouver la meilleure formule qui permette de garantir cette pérennisation. Est-ce que cette réponse vous conduit à maintenir ou à retirer votre amendement, Monsieur Gillot? Vous avez la parole. Madame la Présidente, vu les volontés affichées, je crois qu'effectivement, nous pourrons partir sur une garantie. Donc, pour cette raison, je retire mon amendement. Merci. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission Outre-mer figurant à l'état B. Je n'ai été saisie d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets donc aux voix les crédits de la mission. Qui est pour? Qui est contre? Ou abstention? Ils sont adoptés. J'appelle en discussion les articles 77, 77 bis, 77 ter, 77 quater et 77 quinquies et les amendements qui sont rattachés pour leur examen au crédit de la mission Outre-mer. Avant l'article 77, nous avons 3 amendements en discussion commune. L'amendement 206. Madame Payette. Elle est où? Oui. Merci Madame la Présidente. Alors cet amendement concerne la vente de tabac dans les DOM, qui, contrairement à la métropole, n'est pas soumise à un monopole. Le Parlement a adopté, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2009, l'article 568 bis du Code général des impôts, qui organise une procédure de licence accordée par le Conseil général aux débitants de tabac. Ce dispositif présente le double avantage d'attribuer une nouvelle ressource au département par le biais d'une redevance et de mettre fin à l'anarchie complète du marché du tabac, tout en respectant les équilibres actuels et les commerces en activité. Il s'agit en définitive de moraliser ce marché et de permettre aux politiques de prévention de s'appliquer aussi outre-mer. Depuis 2 ans, le gouvernement n'a toujours pas pris le décret d'application de cet article, ce qui crée une insécurité juridique indéniable pour les vendeurs, puisque la cessation d'activité des points de vente dépourvus de licence est fixée dans l'article même du Code au plus tard le 1er janvier 2011. Cet amendement vise en conséquence à conforter l'environnement juridique du commerce du tabac dans les DOM et à remédier à l'inertie du gouvernement sur cette question essentielle de santé publique. Merci Madame. Alors sur cet amendement de la Commission des affaires sociales, nous avons 2 sous-amendements. Le 358 présenté par Monsieur Virapoulet. Vous avez la parole, Monsieur le Sénateur. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je comprends le souci affiché par ma collègue Anne-Marie Payette sur ce problème du tabac outre-mer, qui rejoint d'ailleurs celui de l'alcoolisme. Il y a quelques années, j'avais fait voter au Conseil général un doublement du prix du paquet des cigarettes. La consommation avait baissé de 25%, puis malheureusement les habitudes l'emportent sur les sacrifices qu'il faut faire pour acheter un paquet de cigarettes et la consommation a repris une courbe ascendante. Mon amendement a pour but d'améliorer les conditions d'application de l'amendement de ma collègue Payette, notamment pour ceux qui ont déjà une licence et qui exploitent cette licence à proximité des grandes surfaces. Elle donne également au gouvernement la possibilité de prendre un décret pour appliquer le dispositif prévu par ma collègue et de reporter au 1er juillet la date d'application prévue au 1er janvier. Je pense que cet amendement donne de la cohérence au texte précédent. Il sécurise l'avenir professionnel des marchands de cigarettes parce que ce ne sont pas des gens qui travaillent au noir. Ce sont des gens qui ont des employés, qui ont un chiffre d'affaires, qui ont une famille, qui ont un revenu. On ne peut pas du jour au lendemain jouer à la loterie avec leur avenir. La cigarette n'a pas été inventée par ces
vendeur de cigarettes. Elle a été inventée par notre société et elle est commercialisée suivant des règles. Donc ça adoucit l'application de l'amendement de Mme Payette, ça donne un peu de cohérence, de la sécurité, ça permet au gouvernement surtout de prendre le temps, quelques mois, pour mettre en place les procédures légales. De la Commission des finances. Ah, pardon, il y a encore un sous-amendement. Excusez-moi, le 381, Monsieur Lise. Merci Madame la Présidente. L'amendement de notre collègue Payette, dont je peux partager l'objectif de santé publique, pose un problème aux conseils généraux d'outre-mer. En réalité, il a pour conséquence, cet amendement, de rendre effectif un transfert de responsabilité, je dirais même que c'est un transfert de compétences, avec bien entendu un transfert de charges à ces conseils généraux. Alors je veux rappeler que ces conseils généraux d'outre-mer n'ont pas été demandeurs, et non seulement ils n'ont pas été demandeurs, mais ils ont expressément marqué une opposition à ce transfert. On connaît déjà les difficultés de ces collectivités. Il serait très malvenu en ce moment d'opérer un tel transfert. Donc mon amendement tend à supprimer ce transfert, que l'objectif demeure éventuellement, mais que le président du Conseil général ne soit pas chargé de délivrer ces licences dans les conditions prévues par le texte. Avis de la Commission des finances sur l'amendement et les deux sous-amendements. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Donc on a un amendement et deux sous-amendements. L'amendement de Madame Payet vient du fait que les décrets d'application d'une loi votée en juillet 2009 n'ont pas été pris. Le premier sous-amendement de M. Virapoulet tend à assouplir le calendrier et celui de M. Lys tend à retirer au Conseil général la délivrance des licences de tabac. En ce qui concerne la Commission, nous sollicitons d'abord l'avis du gouvernement. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Madame la Présidente, effectivement, l'amendement Payet vise à mettre en application un amendement qui avait été approuvé dans le cadre de la loi de finances 2009 pour la réglementation des licences de tabac en Outre-mer. Ce principe était lié au fait que, actuellement, les conseils généraux en Outre-mer perçoivent les droits de consommation et donc il y avait une logique pour que ce soit les conseils généraux qui, demain, puissent gérer les licences. Simplement, le gouvernement n'est pas resté inactif sur ce dossier puisque d'ailleurs Madame Payet introduit dans son amendement des dispositions du décret qui avait été préparé en ce sens. Simplement, et le président Lise, président du Conseil général et sénateur, vient de rappeler, les conseils généraux aujourd'hui posent la question, notamment par rapport à cet objectif de santé publique qu'on partage bien évidemment avec Madame Payet, donc je veux saluer son engagement et sa détermination, mais pour autant, il faut regarder l'impact économique, l'impact vis-à-vis des collectivités locales, et je comprends tout à fait la démarche du sénateur Virapoulet qui souhaite qu'effectivement nous allions plus loin dans cette analyse, et d'ailleurs moi je me suis engagée pour que un fonctionnaire de mon administration soit mobilisé pendant les 3 mois à venir pour faire, je dirais, une mise à plat complète, de manière qu'on aborde l'ensemble des questions et que nous puissions préparer un décret qui vise à la fois à répondre à cet objectif de santé publique que nous partageons tous, compte tenu, je dirais, des conséquences du tabagisme sur la santé, mais qui permette de trouver un dispositif qui soit largement partagé par ces collectivités, en particulier les conseils généraux qui auront à gérer les licences de tabac. Donc c'est un avis défavorable. Donc, Madame la Ministre, ça veut dire avis défavorable. Dans ces conditions, je propose à Madame Payet de retirer son amendement. Très bien. Monsieur le Président de la Commission. Monsieur le Président. Oui, c'est une question récurrente. Et il faudrait qu'on sorte, là encore, de l'ambiguïté.
Il y a d'un côté la référence à des objectifs de santé publique. Et c'est si vrai que la loi hôpital, santé, patient, territoire a pris en compte cette préoccupation. Donc on est irréprochable au plan législatif, mais il y a comme une disjonction entre la législation et la pratique. Et ce fossé nous fait prendre le risque d'apparaître soit velléitaire, soit quelque peu hypocrite. Donc je pense, Madame la Ministre, qu'il faudrait absolument sortir de cette situation qui n'est pas acceptable. Vous avez annoncé un décret sous 3 mois. C'est bien cela? Un décret qui soit de nature à permettre à la loi d'entrer en application. Peut-être que Mme Payet, sous le bénéfice d'un tel engagement solennel devant le Sénat, à l'occasion du vote des crédits de la mission Outre-mer, peut-être que Mme Payet pourrait retirer son amendement, car je ne me rends pas compte. Je salue la constance et la détermination et l'engagement de Mme Payet. Monsieur Masson, vous aviez demandé la parole? Et Madame Payet. Après, oui. Que, voilà. Oui, exactement. Compte tenu de l'importance de la fiscalité sur le tabac, je pense qu'il serait opportun qu'au niveau de l'ensemble de la France, il y ait une unification du régime général des tabacs. Et il y a notamment outre-mer un certain nombre de dispositions qui sont très pertinentes, notamment le fait que les conseils généraux puissent percevoir les droits de consommation. Et nous sommes en France métropolitaine, nous savons tous que les conseils généraux manquent de financement, manquent de ressources, et je pense que cet amendement pourrait être l'occasion pour nous d'attirer l'attention de Madame le ministre et d'ailleurs du gouvernement au sens large du terme sur le fait que peut-être si les départements de métropole pouvaient récupérer également les droits de consommation qui sont récupérés par les départements d'outre-mer, eh bien on compenserait un petit peu les transferts de charges énormes que subissent les départements en général et les séquelles également de la suppression de la taxe professionnelle. Alors la deuxième remarque que je voudrais faire pour souligner l'intérêt qu'il y aurait à uniformiser la réglementation, c'est qu'on assiste à, disons, au niveau du tabac, à une multitude de dérogations, de régimes différentiels. Si on regarde, par exemple, la Corse, il y a eu un vote du Parlement sur la Corse pour proroger le régime de la Corse, et le motif avancé pour la Corse était que les buralistes de Corse étaient, et c'est vrai, c'était écrit, hein, c'est pas moi qui l'invente, étaient menacés par la concurrence des buralistes d'Espagne et d'Italie. Alors, les buralistes d'Espagne et d'Italie sont à 200 km par bateau. Prenez l'exemple des buralistes de Moselle, ils se trouvent à 5 km des buralistes du Luxembourg, hein, où au Luxembourg, le prix d'ailleurs du tabac est encore plus bas qu'en Italie et en Espagne. Et moi, je ne vois pas pourquoi il y aurait 36 000 régimes différents. Les buralistes de Moselle sont aussi respectables que ceux de Corse. Et je pense que les départements de métropole mériteraient également de bénéficier des mêmes dotations budgétaires, des mêmes transferts que l'outre-mer, parce que ce qui se passe outre-mer est très pertinent et le gouvernement ferait bien de s'en inspirer un petit peu, parce que les départements de métropole, comme d'ailleurs les départements d'outre-mer, rencontrent des difficultés budgétaires considérables, et il serait temps que le gouvernement fasse quelque chose pour aider les départements. Madame la présidente Dini. Madame la présidente. Madame la ministre, mes chers collègues, moi j'ai bien entendu Madame Payet qui s'exprime au nom de notre commission des affaires sociales. J'ai bien entendu Monsieur Virapoulet et Monsieur Lise, et globalement, je suis d'accord avec les trois. Ce qui me choque profondément dans cette situation, et ça n'est pas la première fois, c'est qu'il faut que l'une d'entre nous, Madame Payet, dépose un amendement au nom de la Commission pour qu'on se rende compte que quelque chose qui a été décidé il y a 2 ans
n'a pas pu être mise en œuvre et que maintenant Madame la Ministre s'engage à le faire rapidement dans les 3 mois qui viennent. Ça n'est pas la première fois, ça n'est sans doute pas la dernière, ça a quelque chose d'extrêmement choquant et je crois que c'est quelque chose qui arrive très souvent en ce qui concerne nos départements et nos territoires d'outre-mer et c'est aussi choquant que quand ça se passe pour la métropole. Mais le nombre de lois, et vous le savez Madame la Présidente, Madame la Ministre, le nombre de lois qui ne sont pas mise en œuvre au bout de plusieurs années parce qu'on n'a pas pris les décrets d'application est extrêmement choquant. Et je me demande pourquoi on nous fait voter des lois dont on sait pertinemment qu'on n'émettra pas les décrets d'application. Merci. Madame le rapporteur de la Commission des affaires sociales. Oui, Madame la Présidente. Je voudrais vous dire que je ne comprends pas l'hostilité de la ministre. Alors, nous nous sommes entretenus longuement à ce sujet vendredi et vous dites que les présidents de conseils généraux auront une trop grande marge de manœuvre, qui pourront accorder des licences à 1 euro selon un choix qui sera entaché de favoritisme. Mais je vous demande de faire un peu confiance aux présidents des collectivités. Ce sont des gens responsables qui sauront faire preuve de sagesse et de discernement et appliquer cette mesure avec souplesse. Et rien n'empêche le ministre de leur adresser une circulaire ou un simple courrier pour leur préciser de fixer un prix intermédiaire au départ pour que la réforme ne soit pas brutale et prévoir un réajustement annuel pour atteindre le niveau métropole dans 10 ans, par exemple. Mon amendement a été adopté en décembre 2008. L'application a été prévue au 1er janvier 2011. J'ai laissé 2 ans au gouvernement pour engager les discussions avec les conseillers généraux et pour ensuite publier le décret. Des projets de décret ont été préparés par Bercy. Vous avez jugé que la rédaction n'était pas parfaite, sans proposer toutefois de modifications. Il y avait trop d'imprécisions, et je suis sûre que s'il y avait plus de précisions, on aurait pu nous reprocher de ne pas laisser suffisamment de liberté de manœuvre aux conseils généraux. Le délai arrive à expiration, et je pense que le gouvernement doit faire preuve de courage pour que l'application soit effective au 1er janvier. Le Premier ministre, dans son discours de politique générale, m'a conforté dans ma position. Je me suis vraiment sentie en phase avec lui, en l'écoutant avec toute l'attention qu'il mérite. La pause est la marque des indécis, a-t-il dit. Et l'indécision serait une revanche de la peur du changement qui nous a longtemps conduit à célébrer la théorie du ni-ni et à louer celle du temps laissé au temps. Alors, ayons le courage, Madame la Ministre, mes chers collègues, de mener cette réforme à son terme. En ce qui concerne le sous-amendement de Jean-Paul Virapoulet, ce sous-amendement remet complètement en cause l'amendement de la Commission des affaires sociales. Premièrement, il décale la date d'entrée en vigueur au 1er juillet 2011. Deuxièmement, il autorise une dérogation pour certains commerçants. Surtout, il renvoie à nouveau l'application du mécanisme des licences à un décret. Inutile de vous dire, mes chers collègues, que je ne vois pas pourquoi le gouvernement le prendrait durant le premier semestre 2011, alors qu'il refuse de le faire depuis plusieurs mois. Et il refuse de le faire en remettant en cause non pas mon amendement d'aujourd'hui, mais ce que nous avons voté il y a 2 ans. En outre, il ne propose même pas d'amendement en conséquence. C'est vraiment illogique, sans vouloir bafouer les décisions du Parlement. Au final, je ne peux donc qu'être défavorable au sous-amendement présenté par Jean-Paul Virapoulet. Concernant l'amendement de Claude Lise, alors je comprends tout à fait les arguments des présidents de conseils généraux qui sont présents. Ce qui est important, c'est que le mécanisme des licences soit effectif. Je suis donc favorable à ce sous-amendement. Je vais demander l'avis de la Commission des finances, maintenant que nous avons entendu l'avis du gouvernement. L'avis de la Commission des finances est bien embarrassée, puisque le président de la Commission l'a dit tout à l'heure, sur le plan législatif, on a fait notre travail. Mais il semble qu'au niveau de l'exécutif, il y ait un retard dans l'application. Alors, Madame Payet dit je veux l'application d'un décret au 1er janvier 2011 alors que le décret n'est pas prêt. Donc ça semble matériellement difficile. Cela dit, si on suit les propositions de Madame la Ministre, ça ne pourrait être à nos yeux
la dernière fois que vous prenez un tel engagement de produire enfin ce décret dans les 6 mois. Si dans 1 an, on revient ici et que vous nous dites j'ai renommé un fonctionnaire de mon administration pour faire le point et le constat, ça ne va pas marcher. Matériellement, vous ne pouvez pas publier le décret maintenant, mais engagez-vous vraiment formellement à dire dans les 6 mois, effectivement, il y aura ce décret d'application. Dans ces conditions-là, nous souhaiterions que Mme Payet retire son amendement. Madame Payet. Madame la Présidente, le décret ne veut pas changer l'attribution aux conseils généraux. Et par contre, je ne retire pas mon amendement. Monsieur Lise. Je pense que l'amendement que j'ai présenté met quand même parle d'un certain nombre de précisions. Il fixe l'entrée en vigueur au 1er janvier 2011. Il prévoit qu'une licence ne vaudra que pour 1 point de vente. Il fixe le nombre de licences par département. Et là, je rappelle qu'on a pris les conclusions d'un rapport effectué par Bercy. 1 point de vente pour 750 habitants. En ce moment, en Outre-mer, c'est 1 point de vente pour 320 habitants. On a fait une mesure intermédiaire. En métropole, c'est 1 point de vente pour 3500 habitants. Donc, ce que je propose n'est pas brutal. Je pense que c'est tout à fait acceptable. En plus, il organise une période transitoire de 6 mois pour les détaillants qui n'obtiendraient pas de licence et qui doivent naturellement pouvoir revendre leur stock. Et il supprime en conséquence le renvoi à un décret qui devient inutile. Porteur, vous pourriez peut-être saisir la suggestion de la Commission des finances qui serait de donner une date un peu plus éloignée, si j'ai bien compris l'argument, et cela permettrait peut-être au gouvernement de vous donner un avis favorable. Si vous Madame la ministre a évoqué une mission de 3 mois. Voilà. Non? Vous pouvez toujours rectifier votre amendement, Madame le rapporteur. Enfin, l'amendement de la Commission. Alors, si la rectification peut se faire, par exemple, pour le 1er avril, mais à condition que ça ne renvoie pas encore à un décret. Madame la ministre, il y a une mission a déjà été réalisée par Bercy. Je ne vois pas pourquoi une nouvelle mission. Madame la sénatrice, moi j'ai envie de vous dire oui, il y a une mission. Effectivement, nous pourrions nous contenter de ce décret. Je considère, dans la responsabilité qui est la mienne, de dire qu'il faut compléter cette mission. Pourquoi? D'abord, rien que sur l'objectif de santé publique, qui est noble et que nous partageons tous. Aujourd'hui, en métropole, il est de 1 débit de tabac pour 3000 habitants. Nous fixons à 1 pour 550 pour la Guadeloupe, 1 pour 1000 pour la Martinique et 1 pour 750 pour la Réunion. Pourquoi l'objectif de santé publique ne pourrait pas être le même sur le territoire métropolitain ou en Outre-mer? Nous pourrions envisager, dans le cadre de ce décret, une mesure progressive pour tenir compte notamment de la situation économique et qu'au bout du compte, nous ayons les mêmes objectifs de santé publique que nous soyons en métropole ou que nous soyons en Outre-mer. La santé est un sujet d'intérêt général et à ce titre-là, cette question n'a pas été envisagée. Donc rien que sur ce point-là, je pense que ça nécessite que nous puissions regarder les choses de plus près. Et par ailleurs, je vous indique que lorsque le décret, celui qui a été préparé, a été soumis aux collectivités, pas de manière officielle, mais dans une première approche, nous avons eu, à juste titre, des observations qui nous paraissent pertinentes. Et vous le savez mieux que moi, la présidente du Conseil régional de la Réunion, générale de la Réunion, a saisi officiellement le gouvernement sur cette question. Donc, et le président Lise, le Conseil général de la Martinique a la même position, ainsi que le président du Conseil général de la Guadeloupe, ici présent, a la même position, et le président du Conseil général de la Guyane. Donc je crois qu'il est de bonne mesure de donner au gouvernement, et je prends l'engagement ici, devant la représentation nationale, de le faire, parce qu'il faut qu'on travaille en profondeur, et il faut qu'on arrive à mettre en place un décret qui, au bout du compte, sera vraiment applicable dans l'intérêt de l'objectif qu'on partage tous.
Monsieur Lise. Oui, Madame la Présidente, je voulais réagir tout à l'heure. C'était un point d'ordre, en fait, parce que j'ai été très choqué dans les propos qui ont été rapportés d'entendre que les présidents de conseils généraux dans cette affaire seraient tentés de se livrer à je ne sais quel favoritisme. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il s'agit là d'un transfert de compétences et de charges contre l'avis des conseils généraux, dans une situation difficile. Et je veux dire, profitant de l'occasion à certains de mes collègues de l'Hexagone, que nous ne percevons pas la taxe sur les tabacs, mais une taxe additionnelle. Et que ceci a été fait, j'étais d'ailleurs à l'origine de cela dans la loi d'orientation pour l'outre-mer, parce que nous avons une insuffisance de ressources. Et qu'il ne faudrait pas non plus qu'on se trompe sur les raisons pour lesquelles nous avons le bénéfice de cette taxe additionnelle. Alors sinon, c'est pratiquement toutes les ressources qu'il va falloir revoir. Je signale qu'aujourd'hui, le Conseil général de la Martinique se trouve avec une dette de l'État de 71 millions d'euros. La Guadeloupe, c'est plus de 93 millions. La Réunion, je crois que ça doit dépasser les 200 millions d'euros, etc., etc. Donc, je pense que souvent, Madame la Présidente, Madame la Ministre, les raisons pour lesquelles nous sommes dans ces difficultés viennent aussi du fait que l'on vote de manière précipitée et de manière un petit peu, on peut dire, un petit peu trop partisane certaines dispositions sans que l'on ait poussé la réflexion jusqu'au bout. C'est ce qui s'est passé là-dessus. Nous sommes tous d'accord sur l'objectif, mais il y a eu un vote, bien sûr, qui a été un vote partisan, sans qu'on soit allé au bout de la réflexion. Et on s'est rendu compte après qu'il y avait une difficulté dans la mise en œuvre. Donc, encore une fois, nous sommes d'accord sur l'objectif, mais je pense que peut-être qu'il faut que nous nous donnions le temps de trouver une solution juste, équitable et efficace. Monsieur Gillot. Madame la Présidente, je voudrais donner 2 chiffres. Et bien sûr, nous sommes tout à fait dans la philosophie, nous le redisons, de l'amendement de Madame Payette. Mais il y a 2 chiffres à prendre en compte. Il y a d'abord les charges qui vont incomber au Conseil général. La simulation qu'on a pu faire ensemble, c'est 10 personnes qu'on devrait, là encore, embaucher pour mener à terme ce dossier-là. Car certains pensent, parce que nous avons quelques redevances sur la taxe additionnelle, qu'on a déjà de l'argent. Non. Deuxième chose, c'est le nombre de licences à attribuer. Aujourd'hui, nous partons sur 550. Nous avons téléphoné au service des douanes. Pour la Guadeloupe, c'est entre 1200 et 2000 licences aujourd'hui qui existent. Sur la Martinique, c'est pareil. Et sur la Réunion, c'est 1500 à 2000. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais nous pensons qu'effectivement, profitons de cette possibilité, si vous voulez, je dirais même de cette sagesse, pour qu'on puisse mieux mettre en place l'amendement de Madame Payette, parce qu'il faut tenir compte du nombre de licences et de débits aujourd'hui existants pour qu'on puisse déterminer les licences. Monsieur le Président Arthuis. Oui, je pense que nos collègues ultramarins, j'entendais notre collègue Lise il y a un instant, doivent considérer aussi qu'il y a sans doute des spécificités ultramarines, mais le principe qui avait été retenu, c'est celui d'une responsabilité transférée au Conseil général, la contrepartie étant la perception d'une redevance par les conseils généraux. La délivrance de ces licences s'accompagnait d'une ressource pour les conseils généraux. C'est bien cela qui était prévu dans le dispositif. Donc je m'étonne que sur ce point vous soyez en désaccord. C'est qu'il y a manifestement une incompréhension dans le contenu de cette législation. Donc que le ministre consulte les conseils généraux, je trouve que c'est une bonne manière. Je tiens à vous dire qu'en France métropolitaine, ce n'est pas toujours le cas sur les dispositions que les conseils généraux doivent appliquer. Donc cette bonne manière ne doit pas avoir pour conséquence l'ajournement du passage à l'acte. Car cette disjonction entre la loi votée et la mise en œuvre fragilise considérablement la démocratie et la République. Car c'est l'affichage permanent de l'impuissance politique.
Et mes chers collègues, je vous mets en garde contre de telles pratiques qui participent à une sorte de désenchantement général. Donc, sortons de ces ambiguïtés. Pour le reste, nous devons tous être bien conscients que notre sac à bonnes nouvelles est épuisé et que, compte tenu de la situation de nos finances publiques, nous sommes dans l'obligation d'être pédagogues et de mettre nos concitoyens, qu'ils soient ultramarins ou métropolitains, en face de leurs responsabilités et des obligations de la République. Voilà, donc, Madame la Ministre, il faut que nous sortions de cette ambiguïté. Et il y a vraiment urgence. Si j'avais une Constitution, je vous demanderais de jurer sur la Constitution que sous 3 mois, vous aurez pris ce décret pour que cette loi devienne effective. Monsieur le rapporteur spécial, vous aviez demandé la parole. Oui, je m'étais permis de demander la parole parce qu'on voit bien qu'on est quand même dans une situation un peu bloquée, un peu difficile, où il y a des positions qui sont très variées. Bon, je comprends, Madame Dini, tout à l'heure, la présidente, qui effectivement a fait part de ce qu'on ressent tous, mais je pense qu'on peut même aller au-delà de la non-parution de décret. C'est qu'à chaque fois qu'un ministre nous dit « votre amendement est extraordinaire, retirez-le et je le remettrai dans le prochain texte » et qui ne revient jamais, c'est à peu près du même tonneau, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc des déceptions, on en a régulièrement, bon, ça c'est classique. Ce que je souhaiterais quand même, c'est que, bon, en écoutant ce qui est dit et Madame le ministre, de toute façon, elle ne peut pas sortir le décret dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent et dans les 3 mois. Elle a besoin de 3 mois pour le préparer et 3 mois techniquement pour le sortir. Donc on en arrive à l'amendement de Monsieur Virapoulet, qui effectivement et sur lequel Madame Payette n'est pas d'accord. Monsieur Virapoulet nous dit donnons 6 mois officiellement au travers d'un vote que nous allons prendre et sur lequel Madame le ministre doit s'engager pour nous sortir le document. Par ailleurs, on voit bien que ce texte a été voté, alors je ne sais plus dans quelles conditions à l'époque, et que les présidents de conseils généraux qui sont ici sont tous dans une situation délicate parce qu'ils ont du mal à voir comment ils vont appliquer dans les conditions d'aujourd'hui un décret qui n'est pas encore préparé d'ailleurs à l'intérieur de leur département. Donc moi il me semble, et ça n'est pas allé à l'encontre de la volonté de Mme Payette, sa volonté c'est qu'on puisse appliquer le texte le plus rapidement possible. Or, le plus rapidement possible, ça ne peut pas être en janvier, en février, en mars ou au 1er avril. Donc ça, c'est une certitude. Donc il faut trouver les voies et les moyens aujourd'hui de le faire appliquer dans les meilleures conditions qui soient. Madame le ministre, a priori, nous a quand même dit à 2 reprises qu'elle prenait l'engagement que ça serait fait au 30 juin ou au 1er juillet, c'est-à-dire dans les 6 mois, ce qui correspond à l'amendement de M. Virapoulet. Bon, alors, où on vote l'amendement de M. Virapoulet et on répond au souhait du ministre, on répond très partiellement au souhait de Mme Payette, bien évidemment, parce qu'elle veut que ça soit immédiat, mais si le ministre nous dit que ça ne peut pas être immédiat, comment on fait? On tourne autour du sujet et on peut tourner pendant... on va demander à Monsieur le Président Arthuis de reporter encore d'autres discussions qu'il doit y avoir sur d'autres budgets à dans 15 jours, parce qu'on peut rester 15 jours sur un sujet comme ça. Voilà donc pour la séance de cet après-midi consacrée au projet de loi de finances pour 2011. Tout de suite, preuve par 3, Michel Grossior reçoit Cécile Duflot, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Et bien sûr, vous pouvez toujours retrouver la séance en VOD sur notre site publicsénat.fr. Très bonne soirée sur notre chaîne. Comment soigner la folie, comment traiter